Julian Assange est en Suède. Il a des relations sexuelles avec 2 femmes, il ne s'en cache pas. Il y a eu un problème de préservatif avec l'une. Donc le préservatif je ne sais pas comment on dit, s'est déchiré pendant l'acte sexuel avec l'une. Et avec l'autre, après 4 ou 5 rapports avec elle, avec préservatif, le 5e rapport, il n'en a pas mis. Et donc les 2 filles vont au commissariat uniquement pour avoir un test SIDA. Elles ne déposent pas plainte pour agression sexuelle. Il se plie à la demande, donc il va au commissariat, il fait le test SIDA est négatif, mais en Suède, lorsque vous déposez une telle demande, le code pénal est fait de telle sorte que le procureur peut décider de poursuivre quand même. Donc même si les plaignantes ne déposent pas plainte, elle peut poursuivre, ce qu'elle décide de faire. Il se plie aux interrogatoires auxquels il est soumis, et puis elle part en vacances ou elle tombe en congé de maladie, j'ai un peu oublié. En tout cas, la procureure qui décide de poursuivre n'est plus là, et elle est remplacée par une nouvelle qui estime qu'il n'y a rien dans le dossier et qui classe l'affaire. Julian Assange prévient qu'il doit aller à une conférence à Londres, et elle l'autorise à partir à Londres. Il arrive à Londres, l'ancienne procureure qui était malade revient et lance mandat d'arrêt européen contre lui. Et vous devez savoir que ce mandat d'arrêt ne visait pas... Donc Julian n'était pas inculpé quand le mandat d'arrêt européen était lancé. Or, la réglementation européenne exige, pour qu'un État fasse exécution à un mandat d'arrêt européen, qu'il s'agisse d'une personne inculpée. Ici, il s'agissait juste de l'entendre. Le mandat d'arrêt donc, est exécuté par le Royaume-Uni. Julian Assange est entendu, mis en prison pendant une dizaine de jours, libéré sous caution. Il y avait une riche anglaise qui a payé sa caution, bracelet électronique et mis en résidence surveillée. Il accepte toutes ces contraintes. Il reste 541 jours sous bracelet électronique et résidence surveillée. Il doit se présenter tous les jours au commissariat de police, où il doit prendre un tram ou un métro qui lui prend 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Donc ses journées sont consacrées à ça. Sachez que 541 jours de bracelet électronique, c'est plus que la peine qu'il aurait subie pour les faits qui lui étaient reprochés en Suède. Il introduit évidemment des recours pour mettre fin à ce mandat d'arrêt, à l'exécution de ce mandat d'arrêt. Tous les recours sont rejetés. Et lorsque la dernière instance décide qu'elle rejette le recours, il se dit « Ok, je vais me faire extrader aux États-Unis » et il se réfugie en l'ambassade d'Équateur. Il espérait y rester pas très longtemps, parce qu'à nouveau, il se réfugie là alors qu'il n'y a toujours pas mandat d'arrêt des États-Unis. On sait que le mandat d'arrêt est préparé. Donc vous aurez sûrement vu dans la presse que Amal Clooney était un des conseils, mais elle était juste le correspondant entre l'équipe de défense et le ministère des Affaires étrangères. Et on savait que le mandat d'arrêt était prêt, mais tant que Julian Assange pouvait être sali par l'affaire qui se produisait en Suède, c'était tout bénéfice pour que, justement, la société civile ne le soutienne pas. Et donc, les recours pour demander... Parce que donc, pourquoi il ne peut pas sortir de l'ambassade d'Équateur? Parce qu'il y a 24 heures sur 24 la police londonienne qui est devant. Au début, donc la première semaine, il peut encore monter, parce que vous devez vous rendre compte que l'ambassade d'Équateur, ce n'est pas un pays riche, c'est un tout petit appartement dans une maison de maître en face de chez Harrods, mais qui n'a pas d'accès... donc c'est un immeuble à appartements multiples et c'est un petit appartement au rez-de-chaussée. Pour en sortir et aller prendre l'air sur le toit où il y a une terrasse, on sort de l'ambassade et donc il n'y a plus de protection diplomatique. Donc au début, il pouvait encore sortir sur le toit pour respirer. La police londonienne a mis un policier au-dessus, sur le toit, 24 heures sur 24, un dans l'enceinte du bâtiment et un en face. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a coûté des millions de pounds, de livres au Royaume-Uni. Tout ça, donc, pour donner exécution à un mandat d'arrêt qui n'était pas conforme à la réglementation européenne, mais dont, certes, les magistrats de Grande-Bretagne avaient donné exécution. Et donc, des recours sont introduits en Suède pour faire lever le mandat d'arrêt, et ces recours ont tous échoué.
Des recours sont introduits, mais très peu, au Royaume-Uni pour demander que la police n'exécute pas le mandat d'arrêt. Ils échouent aussi. Et c'est comme ça que Julian Assange est resté près de 7 ans dans cette ambassade. On lui a rendu visite à plusieurs reprises. Au tout début, on le voit une fois ou l'autre sur le balcon du bureau de l'ambassadeur, mais c'est une fois ou l'autre quand il donne une conférence de presse. Sinon, il est confiné dans une ambassade qui est minuscule, qui est surchauffée. Les fenêtres sont, vous voyez les fenêtres comme à Londres, on les ouvre comme ça et elles ne s'ouvrent pas plus que ça. Ça, c'était son accès à l'air libre. Ça. Et la lumière du jour, il ne l'a plus vue pendant près de 7 ans. Il était d'abord dans un local confiné et quand on a vu que le temps durait plus longtemps, l'Équateur a accepté de détruire les toilettes des femmes au premier étage pour agrandir sa chambre. Mais donc il avait une chambre de 6 mètres sur 4, minuscule, avec un tapis de course que lui avait offert un réalisateur américain et il avait des lampes artificielles pour avoir un peu de lumière solaire. Donc déjà à l'ambassade, ces conditions de santé commençait à se dégrader. Moi, j'ai vu la différence entre le début où on allait le voir et la fin. On a introduit un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on est déjà intervenu. Le recours a été rejeté sans justification. Donc probablement parce que la Cour européenne ne considérait pas qu'il y avait détention, puisque l'idée était de dire que Julian s'étant réfugié volontairement, il était volontairement en détention. Du coup, on saisit le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires qui rend un rapport qui considère de manière très sévère que Julian Assange fait l'objet d'une détention arbitraire et exhorte le Royaume-Uni et la Suède de cesser cette détention arbitraire, de le laisser sortir et demande même une indemnisation, ce que, comme vous le savez, la Suède et le Royaume-Uni n'ont pas respecté. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les procédures en Suède n'ont donc jamais trait au fond du dossier, elles n'ont trait qu'à la validité du mandat d'arrêt, puisque les plaignantes ne poursuivent pas, et de toute façon, une poursuite en Suède en l'absence d'Assange n'était pas possible. Donc les recours n'ont trait qu'à la validité du mandat d'arrêt. Donc en avril 2019, Julian Assange est expulsé de l'ambassade. Le jour même, le droit d'asile équatorien lui est retiré, comme je vous l'ai dit. Sa nationalité équatorienne lui est retirée aussi. Et il est incarcéré dans une prison de haute sécurité, où il est à l'isolement total. Il est confiné dans sa cellule 23 heures sur 24, et l'heure où il peut sortir, il n'a aucun contact avec les autres détenus. Quand il sort de sa prison pour aller dans la cour, les autres détenus doivent rentrer dans leur cellule. Et donc l'argument est de dire, de toute façon, c'est une prison de haute sécurité pour tous les détenus, ce n'est pas un traitement réservé à Julian Assange. Certes, c'est vrai qu'il y a des prisons de haute sécurité au Royaume-Uni où tous les détenus sont soumis à ce traitement-là, mais qu'est-ce que fait Julian Assange dans une prison de haute sécurité, alors qu'en fait, c'est un journaliste, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La santé physique se dégrade fortement. Il a du mal à parler, il est très très déconcentré quand on va le voir, mais surtout, ce qui pour un État européen paraît aberrant, il est filmé tout le temps, même lors de ses conversations avec ses avocats. Et donc pour lui parler, on parle... Donc même nous, on a du mal à lui exposer ce qu'on va faire, puisqu'on est filmé, on ne peut pas dévoiler ce qu'on va dire, notre stratégie de défense à ce stade-ci. Donc non seulement il est dans un état psychologique vraiment effroyable, méconnaissable. Je vous l'ai dit, il était déjà fort réduit à l'ambassade d'Équateur, mais là, le traitement qu'il subit, il n'a plus de contact avec personne, il est vraiment en train de se dégrader complètement. Et je ne sais pas si vous avez vu le compte-rendu de l'audience du mois passé, où un ancien diplomate britannique, qui était un de ses amis, était présent. Alors ce diplomate est controversé, mais peu importe, le témoignage qu'il a donné dans la presse, même moi qui connais quand même le dossier, j'ai été choquée. Donc il dit qu'il ne pouvait pas croire au fait que Julian était soumis à la torture, et de l'avoir vu à cette audience, il a dû reconnaître que la manière dont il se comportait était typique de quelqu'un qui était torturé psychologiquement. Il n'a pas pu dire son nom, il n'a pas pu dire sa date de naissance.
Quand la juge lui a demandé s'il avait compris ce qui s'était passé, il a dit non. La défense était tout le temps coupée dans ce qu'elle voulait dire. La défense a démontré qu'elle voulait attendre le résultat de l'enquête menée en Espagne, qui est quand même élémentaire puisqu'il a été surveillé et que toutes les informations ont été délivrées à la CIA. La juge a refusé. La défense a dit qu'elle ne pouvait pas en 2 mois, puisque l'audience a lieu le 25 février, en 2 mois préparer une défense correcte, alors que le parquet, aidé par les États-Unis, évidemment, avait eu tout loisir de préparer le dossier d'accusation. La demande a été rejetée également. En fin d'audience, ce qui est intéressant, parce que donc le témoignage de ce diplomate est corroboré par le témoignage d'autres personnes présentes à cette audience, à la fin de l'audience, quand il fallait que le parquet se positionne sur une des questions déposées par la défense, donc l'équipe anglaise, le parquet se retirait dans un local à côté, suivi par 2 agents américains qui étaient là. Alors c'est normal, c'est eux qui demandent l'extradition, mais en tout cas, moi je peux vous dire que j'ai assisté à l'affaire catalane en Belgique, il n'y avait pas des Espagnols qui étaient là avec le procureur du roi pour demander d'ici, dis là. Le procureur du roi belge requérait selon ses valeurs et pas sur ordre de l'Espagne. Ici, le parquet au Royaume-Uni se concertait tout le temps avec les agents américains qui étaient présents. Et à la fin de l'audience, puisqu'il y avait quand même une mobilisation de la société civile, la juge a décidé que la prochaine audience, le 25 février, aurait lieu à la prison, où il y a à peu près une vingtaine de places. Et donc la société civile ne pourra pas être présente. Le diplomate en question disait qu'à son avis, il ne pourrait pas être présent non plus. Donc vous voyez, on peut se poser des questions sur la manière dont cette affaire va être gérée par la justice du Royaume-Uni. Si vous voulez, j'ai des éléments ici pour vous montrer que la juge est concernée parce que Wikileaks a diffusé des documents concernant son mari. Donc, elle devrait se récuser, ou au moins une demande de récusation devrait être acceptée. Ce n'est pas le cas. Elle estime qu'elle n'est pas en conflit d'intérêts. Et donc, vous me demandiez les chances de succès. Je suis très sceptique. T'entends la deuxième instance ? Peut-être en appel, et en tout cas je l'espère, et je touche du bois. Nous, on est au taquet pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Notre requête est prête sur base de l'article 39 en indication de mesures urgentes pour empêcher l'extradition, vu son état de santé, vu les peines qu'il risque d'encourir aux États-Unis, où il n'est plus considéré comme le fondateur d'un site d'information, d'un média, mais comme ennemi public numéro 1, ayant violé la loi sur l'espionnage et ayant porté atteinte à la sécurité nationale. Pourquoi ? D'après l'acte d'accusation, donc le mandat d'arrêt qui est délivré contre lui, il aurait encouragé, et c'est repris à plusieurs reprises, encouragé Chelsea Manning à lui fournir plus d'informations. Comme si un journaliste ne pouvait pas demander à quelqu'un de lui fournir plus d'informations. Ça fait partie du métier. Un journaliste, il ne reste pas assis à sa table en attendant que les informations lui arrivent. Il suscite, il dit « tu ne peux pas m'en dire plus », etc. Et aussi d'avoir encouragé Chelsea Manning à hacker le mot de passe du site du ministère de la Défense américain. C'est complètement flou dans les échanges qu'il y a entre Wikileaks et Julian Assange. Elle dit qu'elle n'arrive pas à accéder, elle demande l'aide de Julian Assange pour hacker le mot de passe, mais il n'est pas démontré qu'il soit arrivé à l'aider je ne sais pas comment on dit, en tout cas à dépasser le mot de passe nécessaire. Finalement, elle y arrive seule, mais il est poursuivi donc comme complice en fait de Chelsea Manning et d'avoir donc porté atteinte à la loi, enfin d'avoir violé la loi sur l'espionnage et d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Et dans notre réflexion, on estime que tant les lanceurs d'alerte que leur éditeur doivent être considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme un groupe particulièrement vulnérable. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence où elle parle de catégories particulièrement vulnérables. Ça peut être des gens qui, par leur situation, sont vulnérables, les enfants, les Roms, mais aussi des gens qui, en raison des faits qui leur sont reprochés,
subissent une répression particulière, et donc notamment les terroristes djihadistes peuvent être considérés comme une catégorie vulnérable vu les traitements qu'ils subissent dans certains pays. Donc ce n'est pas parce que vous avez commis des faits graves que vous n'êtes pas susceptible de tomber dans une catégorie qui mérite l'attention parce que la répression qu'ils subissent dans certains pays est extrêmement grave. Donc quand bien même on pourrait considérer que Julian Assange a aidé Chelsea Manning à accéder aux documents, ce n'est toujours pas une raison pour le poursuivre. Et en tout cas, ce n'est pas une raison, enfin si pour le poursuivre, oui, mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne tombe pas dans une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, puisque aux États-Unis, en tout cas, il est traité comme sont traités les terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre.